Good Morning Business, French Tech. 8h20 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité ce matin dans la French Tech, c'est Jean-David Chamboredon. Bonjour, vous êtes le président exécutif d'Isaïe. Vous annoncez un closing de 300 millions d'euros pour investir dans les PME et les ETI de la tech. Des PME et des ETI rentables, c'est important. Vous êtes sur le dernier maillon de la chaîne, celui sur lequel parfois on dit qu'il manque des financements. Ça sera ça votre segment? Historiquement, il y a très peu de ce qu'on appelle tech private equity en France. Pour une raison simple, c'est que le monde du private equity a négligé la tech pendant très longtemps et que les anglo-saxons, qui ont cette discipline depuis très longtemps, ne venaient pas en Europe continentale faire des opérations de type buy-out, etc. dans la tech. Et ça a changé il y a 5... Nous, on a lancé ça il y a 10-12 ans et ça a changé dans les 10 dernières années. Aujourd'hui, il y a des anglo-saxons qui viennent faire des opérations en Europe continentale. Et puis, il y a quelques fonds français, très peu, qui se sont spécialisés sur ce type d'opérations, qui sont des opérations soit de capital développement, soit de capital transmission, qui s'adressent effectivement à des entreprises rentables et qui amènent de la liquidité pour les actionnaires, une nouvelle stratégie, l'opportunité pour les entrepreneurs de consolider le marché, de faire des acquisitions, etc., qui sont des choses qu'on ne voit pas trop au niveau des startups early stage, mais qu'on peut voir au niveau des PME et ETI. Anthony. Alors c'est quoi le montant moyen et ça va être quoi le type de cible? Est-ce que c'est des entreprises typiquement qui font de l'intelligence artificielle? Parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas dans l'IA, forcément, on est à côté d'un truc. Oui, mais ça n'existe pas, une entreprise de la tech, ETI... C'est pour ça que je posais la question, qui est rentable en même temps. Voilà. Donc est-ce que c'est l'IA ou est-ce que c'est autre chose? Le ticket moyen, il se situe à 20-30 millions d'euros investis dans l'entreprise, avec une participation qui en général est minoritaire, ou on peut très bien s'allier avec des confrères et faire des opérations plus grosses, et à ce moment-là, se retrouver dans une situation où les investisseurs sont majoritaires. Ce sont des entreprises de la tech. Une entreprise de la tech aujourd'hui qui négligerait totalement l'IA serait à côté de la plaque. Maintenant, vous dire qu'il y a des entreprises qui sont dans l'IA générative dans ce fonds, non. Sans doute que les entreprises qui sont dans ce fonds ont déjà intégré de l'IA au travers du machine learning, deep learning, des choses comme ça, vont sans doute intégrer l'IA générative ou sont en train de le faire dans leur roadmap, vont peut-être acheter des startups innovantes qui, elles, sont AI native, comme on dit. Voilà, donc tout ça, c'est la vie normale du monde des entreprises tech. Mais aujourd'hui, des ETI rentables de la tech cible, vous en estimez qu'il y en a combien à peu près pour vous? On voit un deal flow en France uniquement qui est un peu moins de 200 entreprises qui vont sur le marché en se posant des questions. Il faut qu'on renouvelle notre cap table, il faut qu'on achète une boîte, il faut qu'on lance un nouveau produit et qui sont profitables. Et c'est celles qui se disent je vais en bourse ou pas? Vous êtes en compétition à ce niveau-là avec la bourse ou pas? On est plutôt small cap, parce que quand on parle d'investissement d'une trentaine de millions, par définition, ça veut dire des entreprises qui valent en moyenne une centaine de millions. Une IPO avec une market cap de 100 millions, ça ne fait pas grand sens. Ça n'empêche pas des boîtes de se dire la prochaine opération, ça sera une opération en bourse ou peut-être etc. Mais là, on est plutôt dans un maillon qui est pré-IPO et on voit bien sur toutes les bourses du monde que la barre pour faire une entrée en bourse, elle est de plus en plus haute. Et que le private equity, par contre, est capable de remplir l'espace et d'emmener les boîtes de plus en plus loin. Anthony. Alors c'est dans quel domaine? Alors c'est pas dans l'IA, c'est compliqué parce qu'évidemment on peut pas avoir des noms d'entreprises précises, mais est-ce que c'est dans les green tech? Est-ce que c'est dans la santé? C'est quoi les secteurs? Je peux vous donner le premier investissement qu'on a fait, puisqu'on a fait un investissement avec ce fonds pour l'instant, c'est StaffMatch, une entreprise qui a en gros digitalisé les processus de l'intérim et qui est donc capable de répondre à des demandes de clients avec des notices extrêmement faibles. Dire j'ai besoin demain de quelqu'un qui fait ça et on trouve la personne dans le délai imparti et on peut staffer extrêmement rapidement. Typiquement, si on prend l'IA, on voit bien que la notion de matching pour aller trouver la bonne ressource, c'est logique. Il y a des choses qui sont pertinentes. On entend la French Tech quand même râler sur les questions de levée de fonds en disant que ça reste difficile. Vous aviez un objectif de 250 millions, vous avez levé 300. Pour vous, zéro difficulté? C'est plus facile quand on est un fonds? Alors, zéro difficulté, non, parce qu'on a commencé en 2023, on finit fin 2024, donc c'est quand même un processus qui est lourd et qui est long. On a accueilli des institutions qui n'étaient pas chez nous auparavant, donc c'est du travail pour les convaincre, pour entre guillemets passer dans les fourches codines de leur due diligence. Mais ce qui est certain, c'est que cette offre centrée sur la tech profitable était plutôt rassurante et donc a permis de convaincre des gens de venir et on est très content d'être à la taille max.
et on aurait même d'ailleurs pu accueillir d'autres souscripteurs. Dans le marché en ce moment, les levées de fonds sont effectivement difficiles. Alors vous êtes c'est intéressant avec Isaïe, c'est que vous êtes sur les deux maillons de la chaîne, j'allais dire. Le dernier, celui-ci, on va chercher des entreprises profitables, et le tout premier, voilà, vraiment l'early stage. Qu'est-ce qui se passe d'intéressant là en early stage en ce moment? Écoutez, j'ai envie de dire pas assez de choses. Oui, nous, on trouve que le deal flow est assez pauvre. De temps en temps, il y a une belle entreprise et tout le monde se jette dessus, mais il n'y a pas du tout le trend et le deal flow qu'on avait il y a 3 ans. Et pourquoi Je ne sais pas, il y a une partie des entrepreneurs qui sont retournés, on disait ça à une époque, back to consulting ou back to banking, qui arrêtent quoi. Qui dit voilà, l'Eldorado s'est terminé en 2022. Et puis... il y a peut-être une génération de modèles qui sont un petit peu vieillissantes avec l'attente de nouvelles choses. C'est pas un moment extraordinaire. Ceci dit, depuis quelques mois, on voit les choses repartir, on voit des choses intéressantes, souvent avec de l'AI dedans, mais pas que ça. Et voilà. Mais c'est que vous avez trop de fonds, vous avez des boîtes, vous pourriez investir plus en early stage. C'est pas forcément alors ça tombe pas forcément mal parce que si on prend en early stage, on a été obligé de garder plus de réserves pour le portefeuille. Vu que les refinancements étaient plus difficiles, on a dû garder de l'argent pour être certain de pouvoir soutenir notre portefeuille, etc. Donc faire un peu moins de deals nouveaux et plus de ce qu'on appelle des tours internes. Donc dans l'ensemble, ça s'est bien équilibré. Mais c'est sûr que depuis le printemps 2022, on a connu une période plus triste et on espère bien que dans la foulée des États-Unis, qui visiblement sont en train de repartir, l'Europe continentale va repartir aussi. Une question sur un sujet qui monte, qui est à la une des Échos, qui a regardé dans le détail le budget sur les sorties de certains managers de LBO et une augmentation déguisée de la flat tax. Vous avez été au départ des pigeons en 2012. On découvre ça une fois que le budget est voté, ce qui est assez étonnant. Est-ce qu'on n'a pas assez regardé le budget parce qu'on en a marre? C'est possible. Est-ce qu'on a raté quelque chose? Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'ai pris connaissance de ça effectivement récemment. J'avais entendu une espèce de rumeur, et puis là, on a vu un texte voté, donc c'est arrivé un peu brutalement. Il y a plein de trous là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout comment ça va fonctionner. On voit bien le principe. Le principe, c'est que l'avantage que donneraient des investisseurs à des salariés, à des dirigeants ou à des salariés ne peut pas être trop important. Ou alors il devient... ça change les management package, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, c'est comme toujours dans ce qui est fiscal. Aujourd'hui, le principe, je ne sais pas s'il est complètement absurde, le principe qui a été voté, c'est l'application qui pose des problèmes. C'est-à-dire comment on va appliquer les choses. Imaginez que quelqu'un amène des titres d'une certaine façon, qu'il y a eu un tour intérimaire avec un nouveau prix, etc. Comment on calcule les choses, etc. Et c'est évidemment, c'est dans la main de Bercy, tout ça. Et donc, ça crée une insécurité parce qu'on a un texte qui est très général, avec des modalités d'application qui sont aujourd'hui inconnues. Et c'est ça qui fait un petit peu peur. Maintenant, le principe général, bon, il est peut-être pas si mauvais que ça. Parce que certains accusent les fonds d'avoir fait trop de lobbying pour eux, que ça avantage les fonds par rapport aux managers qui ont des LBO. Clairement, je peux vous assurer que la profession, elle a plus voulu donner de souplesse, plus donner la capacité à incentiver les gens pour délivrer de la performance, plus elle est contente. Donc c'est pas le sujet. Non. Le vrai sujet là aujourd'hui, l'inquiétude, c'est quelles seront les modalités d'application de cette nouvelle loi et est-ce qu'on va pas se retrouver dans des situations où, voulant bien faire, en fait, on crée un risque fiscal pour les salariés ou pour l'entreprise. Merci beaucoup Jean-David Chamboredon d'être venu nous voir ce matin dans la matinale de l'économie.